Alors, nous allons appeler Jean-Robert Pitt qui a deux choses à faire. T'écrire, attends. Je te le donne. La seconde, ça va être de nous parler de la saga des vins de Châteauneuf-du-Pape. Et la première, c'est de recevoir un titre. Donc, je vais passer le micro au président. Vous allez vous présenter, le président de la Fédération internationale. Voilà, vous. Fédération internationale. Bonjour à tous, Alain Bridel, je suis le président de la Fédération internationale des confréries bachiques. Et je remercie les organisateurs qui ont bien voulu nous accorder un bref créneau pour profiter de cette occasion, de ces 4e journées internationales des amateurs éclairés de vin, pour remettre à Jean-Robert Pitt le diplôme d'honneur de notre fédération. Les confréries bachiques qui ont ressuscité juste avant la Deuxième Guerre mondiale, pour ce qui est des chevaliers du Tatevin, ou beaucoup d'entre elles après la Deuxième Guerre mondiale, leur renaissance est très liée à la consolidation et à la défense de l'appellation d'origine contrôlée. C'est pour ça que le moment est particulièrement choisi, d'autant plus que Jean-Robert, comme vous savez, il a une biographie très longue qui est impossible à résumer, mais c'est un historien et un géographe des terroirs, de la gastronomie, des vins, et il a tellement de titres qu'on ne pourrait pas tous les énumérer, mais ça nous a paru, parce que notamment il est intronisé dans de nombreuses confréries, notre diplôme d'honneur est attribué très sélectivement, nous en attribuons un ou deux par an, à une personnalité de renom international dont l'expertise dans le domaine du vin est reconnue et qui apporte son soutien aux valeurs que nous, les confréries bachiques, nous défendons. Donc, je n'énumérerai pas toutes vos qualités, mais elles sont grandes et elles sont résumées dans le diplôme d'honneur que je vais vous remettre et qui dit que vous, Jean-Robert Pitt, vous démontrez, et c'est au présent, s'il vous plaît, continuez de le faire activement, ça va rester devant la caméra. International, vos connaissances et votre expertise exceptionnelle dans le domaine vitivinicole et plus généralement en matière de géographie et de promotion des terroirs et des traditions gastro-œnologiques. Et vous apportez notre soutien au développement de nos conférences. Et j'ai donc le plaisir de vous remettre ce diplôme. Vos prédécesseurs français ont été en 2015 Michel Roland, l'œnologue bien connu, qui a reçu ce diplôme au musée du vin de Paris, qui est notre siège. Et puis en 2016, Jean-Charles Boissé, le nom de Boissé est bien connu, c'est Pierre ici présent. Et donc vous-même, il est attribué à une personnalité non française, puisque notre fédération regroupe des confréries dans plus de 25 pays et qui sont présentes sur les 5 continents. Et je vous invite à faire connaissance avec notre fédération à travers notre site internet. Et je n'en dirai pas plus pour respecter les 5 minutes que m'ont octroyé les organisateurs en remerciant Jean-Robert de bien vouloir accepter ce diplôme. Et aussi une énième médaille, mais celle-là, elle est en or pur, bien sûr, qui est la médaille de la Fédération internationale des confréries bachiques. Donc ça, c'est une médaille qui remplace toutes les autres. Qui remplace toutes les autres. Donc on peut prendre les 30 médailles que vous avez déjà. C'est moins lourd que les 30. Oui, la remplacer par celle-ci, qui est en or pur. Voilà. On mettait la problème, on va merci. Cette médaille est moins lourde que les autres. Il y en a aussi, on va avoir pas une trentaine, j'imagine, et quelques-uns parmi vous. En tout cas, donc, moi je crois beaucoup au rôle des confréries bachiques, non seulement bachiques, mais les confréries en général, parce qu'il y en a quelques autres qui s'occupent de la nourriture solide et qui ont simplement un grand défi actuellement, c'est de transmettre leur talent, leur savoir-faire, leur enthousiasme aux jeunes générations qui, parfois, il s'agit de rituels, sont moins enthousiastes. Donc c'est à vous d'imaginer, et ça c'est un vrai grand défi pour la fédération, j'imagine, que de faire vivre ces confréries qui ont un très gros avantage, c'est de faire partager au monde entier le talent, parce qu'elles sont bien en France quand même s'il y en a à l'étranger bien sûr, le talent français pour mettre en valeur les produits de qualité, qu'ils soient liquides ou solides. En tout cas, merci infiniment. Le lieu est tout à fait adapté puisque les chansonneries des papes et des conférences
confrérie bien connue à Châteauneuf-du-Pape. Ce soir, nous serons à la commanderie des Côtes-du-Rhône et notre vice-président pour le sud de la France, Paul Coulon, qui est ici et bien connu. C'est le modèle familial bien connu à Châteauneuf-du-Pape. Donc merci Paul de nous avoir permis cette occasion d'honorer ton ami Jean-Robert Pitt, qui est maintenant notre ami. Merci Monsieur le Président, merci. Je suis très touché aussi que Paul soit là parce que c'est grâce à lui que j'ai, non pas la première fois que j'ai vu du Châteauneuf-du-Pape, mais la première fois que je suis rentré un peu dans la religion de Châteauneuf-du-Pape. Voilà, alors moi je rêvais de faire cette présentation-là, vous allez l'entendre. Je suis ravi de donner la parole à un tout jeune diplômé, Jean-Robert Pitt. Bien. Merci André, c'est bien difficile de parler de la saga de Châteauneuf-du-Pape, d'autant que vous avez tous reçu dans votre mallette, dans votre sac, le très beau livre de Jean-Claude Porte, Châteauneuf-du-Pape, première AOC de France, avec énormément... Je ne sais pas s'il est là, est-ce que Jean-Claude Porte est là? Pas dans la salle. Très magnifique document, très originaux, qu'il a déniché dans les archives. Un certain nombre de choses que je vais vous dire, mais je n'ai que une demi-heure maximum, c'est ça. Et puis il y a une petite sonnette inquiétante. Sont dans le livre, vous les retrouverez en détail. Je voudrais essayer de retracer cette saga qui est assez exceptionnelle parce que cette première AOC de France doit tout au baron Leroy, ça a été dit ce matin. Beaucoup de choses ont été dites ce matin, en particulier sur l'histoire des AOC dans la première conférence, celle d'Olivier Jacquet, magnifique. Mais Châteauneuf a un rôle très particulier et très paradoxal en même temps, puisque Châteauneuf, c'est l'anti-terroir. On ne peut pas faire moins de terroir que Châteauneuf-du-Pape, puisque vous avez une dizaine ou une quinzaine de sols différents, ça va vous être dit plus en détail par notre ami du truc demain. Vous avez 13 cépages, et sur chaque sol, si vous plantez un cépage, ça donne un vin différent. Enfin, le même cépage les cépages différents sur le même sol donnent des vins différents. Tout ça est assemblé. Certains font des vins avec un seul cépage majoritaire et quelques autres en soutien. D'autres utilisent les 13 cépages en variant chaque année selon les millésimes. Donc c'est l'anti-terroir si l'on considère, ce qui n'est pas forcément la bonne solution, que le terroir par excellence, c'est le climat de Bourgogne, où vous avez un seul cépage, que ce soit le pinot noir ou le chardonnay, sur un seul type de terroir. Bon, c'est vrai qu'on peut trouver des nuances entre le haut et le bas de la Romanée-Conti, ou le haut et le bas de la Tâche, ou le haut, le milieu et le bas du Clos de Vougeot, mais quand même, ce sont des terroirs plus homogènes que Châteauneuf-du-Pape, incontestablement, et il n'y a qu'un seul cépage. Alors la seule différence, quand un terroir, un climat de Bourgogne est partagé entre plusieurs propriétaires, ce qui est souvent le cas, il y a quelques monopoles, mais la majorité sont partagés entre plusieurs propriétaires, c'est que ça donne des vins très très différents. C'est pourquoi j'étais un peu en désaccord ce matin, quand, je ne sais plus qui, plusieurs personnes l'ont dit de manière nuancée, que finalement, c'est Madame la vigneronne de Châteauneuf-du-Pape, qui a très bien parlé ce matin avec beaucoup d'enthousiasme, mais qui a dit, moi je n'existe pas, finalement c'est le terroir qui s'impose. Ben non, bien sûr, il suffit de goûter dans le même terroir, dans le même climat de Bourgogne, du même millésime, les vins des différents vignerons qui se le partagent, pour voir que ce n'est pas le terroir qui s'impose. C'est évidemment 100% le terroir si on veut. Il y a une personnalité liée au sol, liée au climat local, à l'hydrographie, etc. Mais c'est 100% le vigneron aussi. Et puis c'est 100% aussi, je voudrais dire à Patrick, 100% aussi des amateurs éclairés, parce que les vins n'existeraient pas s'il n'y avait pas des amateurs pour les vins. Et jamais le Châteauneuf n'aurait émergé comme un des grands vins, un des grands crus de cette planète, de France et de la planète entière, connu maintenant dans le monde entier, s'il n'y avait pas eu à un moment donné des vignerons de Châteauneuf qui ont fait des efforts pour faire connaître le vrai vin, pour le partager avec eux, le faire aimer, et faire que finalement ces premiers amateurs éclairés, ils l'étaient sans doute, et ça c'est pas si vieux que ça, justement, c'est un des paradoxes de Châteauneuf, c'est que c'est un terroir à la fois un des plus anciens de France et un des plus nouveaux dans la qualité. Que ces premiers amateurs se soient dit, il nous faut encore de ce vin, faites-nous de ce vin, améliorez-le. Et donc, il y a eu une émulation, mais qui remonte à un siècle, à peine. On est dans le premier siècle de la vie de Châteauneuf comme un grand cru de la planète. Et ça, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que, il y a une des choses aussi que je conteste, alors personne n'a défendu cet aspect ce matin dans les discours, mais que je
conteste à l'INAO, c'est cette idée de maintenir les usages constants. Les usages locaux, loyaux, qui sont dans les textes d'origine, c'est magnifique. Bien sûr qu'il faut essayer de ressembler au terroir, qu'il faut faire des vins qui ressemblent à l'endroit d'où ils viennent, qui ont la gueule de l'endroit et la tripe du vigneron, comme dit Jacques Puiset. Mais il faut aussi que ces vins existent dans l'évolution. Et donc dire que les usages doivent être constants, c'est-à-dire qu'on fait le vin comme ça parce qu'on le faisait il y a 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, 500 ans. Et d'où l'espèce de folie absolue des syndicats vignerons, surtout au début, dans les années 30, qui voulaient absolument prouver que le vin qu'ils faisaient à cette époque, lorsqu'ils ont obtenu l'appellation d'origine contrôlée, était le même que celui qui se faisait à l'époque d'Henri IV pour Jurançon, à l'époque des papes pour Châteauneuf-du-Pape. Or, c'est pas vrai du tout. Vous ne pourriez pas boire les vins que buvaient les papes. D'ailleurs, ils ne buvaient pas de Châteauneuf, alors c'était difficile. Vous ne pourriez même pas boire les vins de Bourgogne qu'ils buvaient, parce que les vins ont toujours changé constamment de nature, de couleur, de texture, de parfum, de saveur. Il n'y a rien de stable dans la viticulture. Et je suis certain que dans 50 ans, nous serons tous là. Les Châteauneuf du Pape ne ressembleront pas à ceux qu'on a vus à midi. Ils seront totalement différents. Comme ceux d'aujourd'hui sont totalement différents de ceux qui ont bu des Châteauneuf d'il y a 50 ans, savent bien qu'ils n'étaient pas pareils. Tout à l'heure, ça a été dit d'ailleurs très très bien. On faisait des vins plutôt très corsés, très épicés, etc. Et puis aujourd'hui, on dit la finesse, certains contestent la notion de finesse, mais on fait, c'est vrai, des vins beaucoup plus en dentelle aujourd'hui qu'on les faisait auparavant. Tout à l'heure, je parlais en aparté avec notre ami allemand, qui est ici. C'est quand même extraordinaire. Tout à l'heure, on nous a parlé du réchauffement du climat, qui serait une catastrophe. Sauf qu'en Allemagne, à l'époque où il faisait beaucoup plus froid, il y a 40 ans, on faisait des vins très sucrés, moelleux, ou en tout cas demi-secs ou moelleux, et qu'aujourd'hui, les Allemands font les plus grands Riesling secs qui puissent exister, comme les Autrichiens, alors que le climat se réchauffe. Donc s'il y a bien là le rôle de l'homme par rapport au climat, je pense que certes le climat se réchauffe, mais il n'y a pas de fatalité en ce qui concerne la qualité des vins. Il suffit de s'adapter. J'admets tout à fait ce qui a été dit tout à l'heure, il faut le faire en douceur. On ne peut pas d'un seul coup, un TGV, on ne le fait pas partir en marche arrière d'un seul coup. Donc il faut le faire en douceur, mais accepter l'évolution et surtout la conduire intelligemment, ça c'est essentiel. C'est exactement comme dans tous les arts. On n'écrit plus aujourd'hui comme on écrivait sous Corneille. On ne chante plus l'opéra. Personne ne chante, aucune cantatrice ne chante l'opéra comme Calas. Une cantatrice chanterait comme Calas aujourd'hui, tout le monde rirait. Alors Calas, c'est toujours émouvant parce qu'il y a le timbre de la voix, etc. Mais la façon de chanter de Calas est totalement démodée. Et ça n'a rien de scandaleux. Parce que tout évolue dans la mesure où c'est une création humaine, dans la mesure où c'est de l'art, et que par conséquent, nous sommes en évolution constante. Et le Châteauneuf cette saga du Châteauneuf est un merveilleux exemple de l'évolution constante du goût des vins et de la manière de faire le vin. Et donc c'est ça que je voudrais brièvement essayer de vous retracer, avec cette idée centrale que la qualité réelle, profonde, reconnue par tout le monde à Châteauneuf est un phénomène tout à fait récent. Et c'est ça qui est sans doute le plus original. Comment? Alors il y a d'autres exemples dans le monde, mais dans les nouveaux mondes. Par exemple en Californie, où il y a aujourd'hui des très grands vins qui valent des fortunes, et où il y avait produits dans des domaines où il n'y avait pas de vignes il y a 50 ans. Donc on peut faire des grands vins partout. Regardez, dans l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande, il y a des vins somptueux, magnifiques, vraiment des splendeurs, des expressions des cépages que nous connaissons en Europe, mais qui sont très 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 originales, parce qu'il y a eu des grands vignerons qui ont tâtonné, qui ont essayé de planter tel cépage. On va essayer ça, peut-être on va voir ce que ça peut faire. Et puis, ils se sont améliorés, et en une génération, ils ont réussi à faire des grands vins. Châteauneuf, c'est ça. En France, c'est pas si fréquent d'un vignoble qui devient mondialement connu en une génération. Et c'est ce qui s'est passé dans ce terroir. Alors, une saga, ça commence très loin dans le temps, l'Antiquité. La vallée du Rhône est en dehors de la périphérie de Marseille, où on a sans doute planté des vignes dans la proximité immédiate de Marseille, dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, quand les Phocéens sont installés à Marseille, on a sans doute cultivé la vigne. On commence à avoir quelques traces archéologiques d'avant notre ère de viticulture dans la périphérie immédiate de Marseille. Mais ensuite, les premiers vignobles
de l'époque de la Provincia, c'est-à-dire de la conquête, de la première conquête romaine, 2e siècle avant Jésus-Christ, sont en Provence. Bon, c'est pas grand-chose d'ailleurs sur ces vignobles. Enfin, il y avait très probablement 2 siècles avant Jésus-Christ des vignes dans la région d'Avignon. Ça, c'est incontestable. Et ensuite, après la conquête de César, les premiers vignobles qui se créent, et qui sont réputés d'ailleurs à l'échelle de l'Empire romain, c'est un peu plus au nord, c'est dans la région de Marcel-Guigal, c'est-à-dire c'est la Côte-Rôtie, c'est l'Ermitage, qui sont, relisez Roger Dion, l'histoire de la vigne et du vin en France des origines au XIXe siècle, c'est vraiment dans cette région du Rhône Nord, et aussi alors dans la vallée de la Garonne du côté de Gaillac, qu'on a les premières traces de vignobles anciens. Cela dit, on peut se glorifier de ça. C'est le vignoble le plus ancien de France, vous vous rendez compte, c'est merveilleux. Oui, sauf que, encore une fois, on ne pourrait pas boire aujourd'hui ces vins, puisque les vins de l'époque étaient conservés dans des amphores poissées, donc ressemblaient à ce qu'on buvait en Grèce il y a 30 ans, c'est-à-dire les résinés grecs où il y avait plus de résine que de jus de raisin dans le vin, et qu'on y ajoutait de l'hysope, du miel, du plâtre, de l'eau de mer, toutes sortes de choses qui, évidemment, ne mettent pas en valeur le goût du cépage, d'autant plus qu'il y avait des quantités de cépages. Certains étaient un peu connus, d'autres sans doute pas du tout, qu'on était dans une période d'importation, de diversification, et que, évidemment, Jean-Michel sera content, tout était complanté, donc on faisait ce qu'on pouvait. Ben oui, toi tu fais pas ce que tu peux, tu fais ce que tu veux. Mais à l'époque, on faisait ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait sous la main. Et on mettait dans des amphores, et évidemment ça donnait quelque chose de totalement imbuvable pur, qu'on coupait avec de l'eau. Pour la simple et bonne raison que, comme vous le savez sans doute, dans l'Antiquité, grecque ou romaine, boire le vin pur, c'est un signe de barbarie. Donc seuls les Gaulois chevelus, avant la conquête, buvaient du vin pur, et ils s'enivraient très facilement, parce que malgré tous ces additifs, il y avait quand même le degré alcoolique derrière, donc ils s'enivraient très 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 vite, d'ailleurs c'est ce qu'ils cherchaient. Et puis les autres, les gens civilisés, mêlaient un tiers de vin, 2 tiers d'eau. Donc si vous vous souvenez, le banquet de Platon, qui ne se déroule pas en Avignon, qui se déroule plutôt en Grèce, du côté d'Athènes, mais le banquet de Platon, ils boivent toute la nuit. Alors ceux qui ont déjà bu avant d'arriver, si vous vous souvenez du banquet de Platon, sont assez rapidement en état d'ébriété. Mais Socrate, qui n'a pas bu, mais qui boit quand même toute la nuit et qui boit beaucoup, il est encore en pleine forme le matin. Alors il a peut-être bu 4-5 litres de vin, mais du vin, même s'il faisait 14 degrés, mélangé avec de l'eau, il était encore en pleine forme. Ceux qui avaient trop bu auparavant étaient moins en forme et ils roulent sous la table à mesure que le banquet avance et que ce discours extraordinaire se déroule. Bref, en tout cas, ne parlons plus du vin de l'Antiquité. Probablement on a produit du vin dans ce qui est devenu Châteauneuf du Pape dans l'Antiquité, mais il vaut mieux ne pas en parler, en tout cas ne le regrettons pas, parce que nous procurerait aujourd'hui, en tout cas, aucun plaisir. Mais il procurait du plaisir à nos ancêtres de l'Antiquité. Alors, sautons au Moyen-Âge. Évidemment, la force incroyable de Châteauneuf, du pape, c'est de s'appeler du pape, évidemment. Et c'est pas par hasard qu'en 1939, on a breveté cette fameuse bouteille avec la tiare, avec les clés, etc., que vous voyez partout, ici, qui donne l'impression que c'est le vin que buvaient les papes. Et comme Avignon a acquis un grand prestige grâce à ce somptueux bâtiment dans lequel nous nous trouvons, qui est un des plus extraordinaires monuments historiques de la planète, hein, on peut dire, en tout cas pour la France, c'est l'équivalent du Mont-Saint-Michel et de la cathédrale de Chartres, en qualité architecturale. Donc il est évident qu'Avignon a découvert assez tardivement, finalement, que ça pouvait lui rendre service de se prétendre héritière des papes. N'oubliez pas qu'Avignon est resté papal jusqu'à 1791. Il est entré en France en 1791. Enfin, les Avignonnais le savent bien, mais pas tous les Français. Enfin, sans en tirer grande gloire, d'autant plus que les papes se fichaient complètement d'avoir ce petit comtave messin situé loin d'elle, qui ne leur rapportait pas grand-chose, donc qui était un peu négligé par Rome. Mais à partir du moment où Avignon, au XXe siècle, ou fin XIXe siècle, a vu que ça pouvait lui rendre service, donc elle s'est glorifiée de son histoire papale. Et Châteauneuf, qui était une possession des papes, bien que le château soit en ruine, s'est glorifié aussi de ses ancêtres papaux. Et donc c'est pourquoi le maire de l'époque, donc en 1800, voilà, j'ai oublié la date, mais 1893, je crois, a changé le nom de la commune et a fait baptiser donc Châteauneuf du Pape.
Et insensiblement, donc, on a associé le vin qu'on produisait à Châteauneuf et qui était en progrès au XXe siècle, on l'a associé à l'héritage papal, ce qui a donné une immense noblesse, évidemment, à ce vin. Le château de Châteauneuf est en ruine, mais le Palais des Papes est à peu près en état. Et évidemment, dans l'esprit des visiteurs de cette région, le vin de Châteauneuf-du-Pape, c'est le vin du Palais des Papes d'Avignon. Et tout ça est bien normal, il n'y a rien de scandaleux. Et nous nous réunissons ici dans ce palais, parce que dans le château, on aurait un peu de mal. Je crois que dans le château de Châteauneuf-du-Pape, il n'y aurait pas suffisamment de place. Alors, qu'est-ce que buvaient les papes à l'époque, au XIVe siècle? Eh bien, pas de vin de Châteauneuf-du-Pape. Ils buvaient les vins nobles de l'époque, c'est-à-dire du vin de Beaune et du vin de 5%. Alors, Beaune, on peut comprendre que c'était facile parce qu'il suffisait d'aller jusqu'à la Saône. Quand on est à Beaune, on n'est pas loin de la Saône, Châlons. Les bateaux descendent par Lyon jusqu'en Avignon, donc le vin arrivait facilement. 5%, c'est plus compliqué parce qu'il faut quand même franchir le Morvan ou passer par la vallée de la Dheune, le Creusot aujourd'hui, etc., arriver jusqu'à Chalon-sur-Saône. Donc c'est quand même des transports de barriques assez compliqués. Donc il fallait que le vin de 5% soit bigrement bon. D'ailleurs, c'est aussi le vin que buvaient les rois de France, un des vins que buvaient les rois de France, pour qu'ils viennent jusqu'en Avignon. Et d'ailleurs, quand les papes, le dernier pape, retourne à Rome, il est désespéré, surtout parce qu'il dit « Ah là là, je ne pourrai plus boire le bon vin de Beaune qui me ravissait tant ». Et donc, le père abbé de Cîteaux lui fait envoyer régulièrement, tous les ans, quelques barriques de vin de Beaune, parce que les vins romains ne sont pas très très bons à cette époque. Donc, ils boivent ces vins de Bourgogne ou de Saint-Pourçain. Pourquoi ne boivent-ils pas du Châteauneuf-du-Pape? Alors, ils en boivent un peu, là, tous les textes, là, si vous lisez, Jean-Claude Porte, il a repris tous les textes anciens qui ont été repris dans tous les documents d'origine de l'appellation. Vous avez par exemple, on sait qu'en 1321, le pape Jean XXII achète 3000 litres de vin venant de son domaine de Châteauneuf, qui n'est pas rouge, d'ailleurs il est blanc à l'époque. Et puis on a quelques mentions comme ça d'achat, mais c'est 10 barriques par an. Le domaine est petit, le domaine papal est petit, et c'est 10 barriques par an. Et en fait, mon impression, alors là ça n'engage que moi, peut-être s'il y a des historiens dans la salle, ils vont me contester, je l'accepterai, je pense que c'était le vin pour le petit personnel du palais. C'était pas le vin du pape. Le pape buvait du Beaune et les ancêtres du Meursault, du Pommard, du Corton et de la Romanée. Il recevait en plus les cadeaux, évidemment, des pères abbés de Cluny et de Cîteaux et les autres abbayes de la région, de Tarbes, etc., qui envoyaient au pape tout ce qu'il fallait pour qu'il trouve du plaisir avec ses cardinaux à boire des bons vins. Donc, je pense que les papes, les 4 papes d'Avignon, n'ont jamais bu une goutte de vin de Châteauneuf et que ce vin était destiné à leur petit personnel. De même qu'à Paris, les rois de France n'ont jamais bu une goutte de vin de la région parisienne au Moyen-Âge. Ils buvaient le vin de Rivière qui venait du comté de Champagne, ils buvaient le vin de Beaune, bien sûr, de Bourgogne, ils buvaient un peu de vin de Loire, mais pas les vins des environs immédiats de Paris, où il y avait d'énormes vignobles. Le plus grand vignoble parisien pendant 1000 ans a été, le plus grand vignoble français a été le vignoble parisien. Mais c'était un vignoble de vin pour la soif, planté essentiellement en Gouais, qui est le pire cépage qui puisse exister, qui est quand même l'ancêtre de beaucoup de cépages contemporains et nobles aujourd'hui. Et c'était le vin pour la soif des Parisiens, qui était un vin qui tournait assez facilement au vinaigre, donc beaucoup de volatiles, et qui était buvable jusqu'au mois de mai. Après le mois de mai, il tournait complètement. Donc, mais les rois de France, eux, avaient des vins très bien faits, qui arrivaient en barrique, qu'on conservait dans les caves de la conciergerie du Palais ou du Louvre, et qui ensuite pouvaient tenir jusqu'à l'été suivant. Jamais au-delà, puisque vous savez qu'on ne buvait que des jeunes vins, et qu'il a fallu attendre la fin du XVIIe, le début du XVIIIe, pour qu'on invente le moyen de conserver les vins en brûlant du soufre dans les barriques. Ce sont les Hollandais qui nous ont appris à faire ça. Ils nous ont appris beaucoup de choses, comme les Anglais, en matière de vin. Donc on ne buvait que des vins jeunes. En tout cas, le vin de Châteauneuf au Moyen-Âge était un petit vin léger, blanc ou clairet, mais comme tous les cépages étaient mélangés, il devait y avoir quelques cépages teinturiers, des pots, quand c'est très mûr, les vins n'étaient pas cuvés, donc on foulait, et donc ça donnait une légère coloration. C'était des vins œil de perdrix, des vins tachés, des vins
rosés provençaux, c'est-à-dire extrêmement clairs, pas comme les Tavel qu'on a bu tout à l'heure, mais des vins extrêmement clairs, et sûrement beaucoup plus troubles que les rosés qu'on boit aujourd'hui. Donc voilà l'histoire du Moyen-Âge, avec un encépagement incroyablement varié. Il y avait des dizaines de cépages probablement dans ce vignoble médiéval, et de l'époque moderne aussi. Aujourd'hui il en reste 13 rescapés, mais il y en a eu des dizaines et des dizaines, comme dans tous les vignobles français. On oublie ça. C'est qu'on pense toujours à Bourgogne, Chardonnay, Pinot. Pourquoi c'est le Pinot? Parce qu'en 1394, il y a le duc Philippe le Hardi qui a dit « Dans mes clos, à moi, vous enlèverez le déloyal gamay, et pas seulement le déloyal gamay, mais tous les autres cépages, et vous privilégierez le Pinot, qui ne veut pas être tout seul, parce qu'encore récemment, dans le Clos de Vougeot, il y avait encore des cépages blancs qui traînaient au milieu des Pinots. Donc le vin monocépage est une invention récente. Alors là, c'est pas très récent, 14e siècle pour la Bourgogne, mais exceptionnelle. Partout ailleurs, même à Bordeaux, on continue quand même, n'oubliez pas, dans un des vignobles les plus réputés du monde, à avoir, alors pas complantés, pardon, mais des parcelles plantées en Cabernet Sauvignon, des parcelles en Merlot, des parcelles en petit verre d'eau, etc. Et avant, il y avait du Malbec et plein d'autres choses. Et puis, on faisait les assemblages, avec beaucoup de talent d'ailleurs, mais c'est une invention du XVIIIe siècle, l'assemblage à la bordelaise. En Champagne, il reste 3 cépages, il y en avait beaucoup d'autres encore au XIXe siècle. Donc on a la carte des cépages, c'est simplifié. Moi j'ai fait ma maîtrise il y a pas longtemps, je sais à peine le dire, presque 50 ans ou 45 ans, sur les vignobles du Bugey. Et j'ai retrouvé la liste, j'avais fait la liste, et il y a une cartographie de tous les cépages par commune, parce que le cadastre viticole venait d'être fait en 1960. Il y avait peut-être 300 cépages dans le Bugey, qui était un vignoble paysan, aucune commercialisation, à part le Cécelle qui commercialisait un peu, qui avait une AOC. Tous les autres, c'était des vins de paysans, qui étaient en même temps qui étaient ouvriers, qui étaient éleveurs, etc. Et c'était un nombre incalculable de cépages. Tout ça a été mis ensemble encore dans les années 70, début 70, dans les cuves. Ils faisaient des vins il fallait s'accrocher à la table pour les boire. Et certains, par miracle, avaient privilégié un cépage, arrivaient à faire une parcelle à Montagneux, par exemple, en Altesse, qui était magnifique. Mais c'était une minorité. Et ça, c'était l'image de la France. Avant, au XIXe siècle, tout était comme ça. La plupart des vignobles étaient comme ça. Alors, les choses changent un tout petit peu à Châteauneuf, parce qu'il y a les moyens de transport qui s'améliorent, la route, la navigation sur le Rhône, etc. Ça s'améliore au XVIIIe siècle, où un certain nombre de propriétaires de domaines qui ne sont pas exclusivement viticoles, il n'y a pas au XVIIIe siècle de domaines exclusivement viticoles. Même le château de la Nerte, qui est présenté comme le père fondateur de la qualité à Châteauneuf, faisait aussi des bois, il faisait sans doute de l'huile d'olive, sans doute du blé, sans doute toutes sortes de choses. Ils avaient des pâturages aussi. Tout le monde faisait de la polyculture. Vous avez encore ça à Bordeaux d'ailleurs. Vous avez des grands châteaux qui ont d'autres activités agricoles autour du château. Même aller au château de Farges, vous voyez les bœufs de la race de Bazas qui sont au pied des vignobles, et ça fait partie du modèle économique du château, parce que le sauterne se vend un peu difficilement. Donc si on n'a pas la viande à côté, ça ne marche pas. Donc la polyculture liée à la viticulture était extrêmement fréquente. Mais le château de la Nerte découvre quand même que le vin peut se vendre. Et donc il commence à essayer de faire de la qualité. Mais c'est vraiment une exception dans l'océan de la médiocrité. Je voudrais vous rappeler, parce que vous l'avez sans doute, les Avignonnais ou les vignerons de Châteauneuf connaissent tous ce texte de l'archevêque d'Avignon qui date de 1727. 1727, on fait déjà des grands vins dans certaines régions françaises. Et alors l'archevêque d'Avignon écrit au consul de Châteauneuf-du-Pape, et je vous lis ce texte qui montre qu'on revient de loin quand même à Châteauneuf. Ayant appris dans notre lieu de Châteauneuf que dans notre lieu de Châteauneuf, on n'usait pas des mêmes précautions dont on se sert dans les villes et les villages du comtat pour éviter les dommages qui se commettent ordinairement dans les années où le vin est à cher prix. Quand le vin est cher, voilà ce qui se passe. Nous avons cru devoir réveiller vos attentions sur les besoins publics en vous ordonnant d'établir une garde bourgeoise à la porte du lieu, à l'entrée des remparts, pour empêcher l'entrée du raisin que l'on pourrait faire prématurément, c'est-à-dire du raisin vert, jusqu'à ce que l'on ait fait les criers ordinaires de la vendange. Nous attendons un prompt remède à ce mal qui ne nous touche pas moins qu'il ne doit être sensible à nos sujets. Et nous espérons
tout de cet empressement ordinaire que vous manifestez lorsqu'il s'agit du bien public. Je suis sûr, consul, votre très affectionné François-Maurice de Gontris, archevêque d'Avignon. Ça veut dire que l'archevêque, et bien sûr c'est tout son entourage qui surveille les terres, s'aperçoivent que on fait du vin à Châteauneuf-du-Pape avant le banc des vendanges, et qu'il y a un certain nombre de petits malins qui introduisent du raisin vert à Châteauneuf les années où on manque de vin, où il n'y a plus du tout de vin de l'année d'avant, et où il n'y a pas beaucoup de raisin dans les vignes, et on sait que le vin va être cher. Donc les petits malins récoltent discrètement, sans doute au petit matin ou à la tombée de la nuit, récoltent discrètement des raisins pas très mûrs, les introduisent à Châteauneuf, et hop, on fait un vin qui, vous l'imaginez, doit être effroyable. Et donc, pour que l'archevêque écrive ça au consul, c'est qu'il y a vraiment un problème de ce côté-là. Donc on n'est pas dans une démarche de haute qualité. C'est quelque chose, effectivement, qu'on ne verrait pas, et je ne veux pas faire de comparaison désagréable pour les vignerons de Châteauneuf, mais c'est des choses qu'on ne faisait sans doute déjà plus en Bourgogne ou en Médoc, puisque c'est la grande époque de la croissance de la viticulture de qualité dans le Médoc et en Bourgogne. Alors le château de la Nerte, lui, un peu plus tard, découvre qu'on peut essayer de faire des vins meilleurs, donc il faut récolter bien mûr, il faut faire cuver. C'est la cuvaison longue qui permet d'avoir des vins rouges profonds et corsés, ça date de cette époque. Avant, tous les vins sont clairés. D'ailleurs, comment appelle-t-on le Bordeaux avant le XVIIe siècle, avant le XVIIIe même, claret, parce que c'était tout clair. Et le New French Claret, comme disent les négociants anglais, c'est le vin rouge profond, rubis, fait avec des pots cuvés avec le jus. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir un vin noir. Et à Châteauneuf, c'est pareil. Ça date de cette époque. Et alors, le château de la Nerte découvre qu'on peut faire des vins beaucoup plus corsés, profonds et noirs, mais ce ne sont pas des vins pour être mis en bouteille, même si on a la trace, évidemment tout le monde est très fier de ça, de quelques centaines de bouteilles qui sont vendues par le château de la Nerte dans les environs en 1776. Mais en réalité, le vin du château de la Nerte, et le château est très beau parce que les propriétaires gagnent de l'argent avec ce vin. Il est mis en barrique et il est vendu à l'extérieur. Pas pour être vendu sous le nom Châteauneuf, qui ne s'appelle pas encore du pape, mais pour être vendu tout simplement comme vin médecin. Et ça va durer jusqu'au baron Leroy. Donc le baron Leroy est un personnage essentiel. Lui, il n'est pas tout seul, il y a son entourage. Aussi, il y a un certain nombre de vignerons de Châteauneuf qui découvrent qu'on peut faire autre chose. Mais jusqu'à cette époque, le vin de Châteauneuf est un vin médecin. Je voudrais vous rappeler, donc vous savez que le baron Leroy est né en 1907. 5 minutes, ça va suffire, à peu près. C'était terroriste. Il est né en qu'est-ce que je raconte, c'est pas en 1907, je ne sais plus quand est-ce qu'il est né, mais en tout cas, fin du 19e siècle, le baron Leroy, j'avais sa date de naissance. En tout cas, il se marie en 1919 avec Edmé Bernard Le Saint, héritière du château Forcia. Il y en avait ici, j'en ai vu, c'était délicieux. Et la belle-mère du baron Leroy, alors cette anecdote n'est pas datée. Et à mon avis, c'est une histoire de famille, mais il n'y a pas de texte écrit qui en témoigne. Mais elle est tellement belle, c'est que vous connaissez tous, elle est tellement belle cette histoire que je ne résiste pas au plaisir de vous la rappeler. Donc la belle-mère, Madame Le Saint, belle-mère du baron Leroy, reçoit, à mon avis, dans les années 1910, c'est avant la Première Guerre mondiale. Lui, il se marie en 1919, donc c'est avant. C'est une histoire qu'on lui avait racontée, sans doute. Sa belle-mère lui avait racontée. Elle reçoit un négociant de Bourgogne, le nom n'est pas précisé, et qui achète évidemment du vin du château Forcia, et qui lui dit pour lui faire plaisir, « Ah, madame, vous êtes la succursale de la Bourgogne. » Et elle lui répond du tac au tac, compte tenu de ce que vous m'achetez, je suis plutôt la maison mère. C'est dire quand même que ces vins de Châteauneuf, mais comme plein d'autres vins d'Europe, comme les vins d'Espagne, comme une partie des vins d'Italie, qui étaient des vins déjà assez corsés, donc on savait faire cuver, on savait avoir de la couleur, du degré. N'oubliez pas qu'il fait encore froid à cette époque, on a parlé de réchauffement du climat. Ça, c'est la fin du petit âge glaciaire. En plus, les vins du Moyen-Âge de la fin du Moyen-Âge, devaient être imbuvables, tellement il faisait froid. Et donc, cette idée que dans le sud de la vallée du Rhône, comme il fait un peu plus chaud que dans le nord, qu'en Bourgogne, à plus forte raison, en Champagne ou même à Bordeaux, et qu'on peut avoir des vins avec suffisamment de degrés, suffisamment de couleurs, suffisamment de tanins, et que ces vins peuvent être médecins des petits vins acidulés qu'on fait ailleurs,
c'est tout à fait normal. Et donc, on a importé, enfin, acheté du vin à Châteauneuf, du vin à l'Ermitage. N'oubliez pas cette expression, ce verbe hermitager. Quand on voit aujourd'hui les prix des grands ermitages, vous savez, Marcel, quand on voit aujourd'hui les prix des grands ermitages, les prix qu'atteignent ces grands ermitages aux enchères au bout de 10 ans, 20 ans dans les grands millésimes, et que ce vin, il y a un siècle à peine, que ce vin servait à être mêlé à du château Lafite Rothschild, à du château Latour, etc. Tous les grands vins de Bordeaux, à la Romanée Conti. N'oubliez pas que la mise en bouteille au château, c'est le baron Philippe de Rothschild, le premier qui l'a introduite dans les années 30, 1934 ou 35, je crois, et qu'avant, tous les grands châteaux bordelais, comme tous les grands domaines de Bourgogne, vendaient leurs barriques de vin au négoce. Tout à l'heure, Olivier Jacquet vous a parlé de l'importance du négoce. Ces négociants, ils faisaient de la pistrouille, c'est-à-dire qu'ils achetaient des vins qui étaient comme ils pouvaient, selon les millésimes. Il y avait des millésimes où c'était très très bon, sûrement, mais presque par hasard. Et la plupart des millésimes, c'était imbuvable, c'était très acide. Il y avait énormément d'accidents, en plus de vinification, etc. Là, vous aviez à Châteauneuf des vins bien faits, sans grâce, certainement, mais des vins bien faits, bien noirs, assez alcoolisés, assez ronds. Donc on mêlait un cheval, une alouette, c'est-à-dire un cheval de Châteauneuf ou un cheval d'Ermitage et une alouette de vin de Bourgogne, et on mettait Romanée Conti, et on mettait Corton dessus. Voilà, c'est ça ce qui s'est produit. Je pense que ça va être différent, ça n'a pas été très étudié, ça va être différent pour les vins blancs. Je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup de vins blancs de la région, même si on en faisait, qui aient servi de vin médecin pour les vins du Nord. En fait, les vins de Bourgogne blancs n'étaient réellement bons que les années très ensoleillées, et je pense qu'il peut y avoir des années où même les Corton Charlemagne, Meursault et autres Montrachet devaient être difficiles à boire. Alors le baron Leroy, c'est ça la fin de la saga, j'ai presque fini, rassure-toi, le baron Leroy a été un pionnier incroyable. Il n'était pas vigneron au départ, il était juriste, il n'est devenu vigneron qu'en faisant un très beau mariage au château Forcia, donc en 1919. Et il avait dans son expérience, il avait connu la crise viticole de 1907, parce qu'il habitait Montpellier, dans le Languedoc, et il savait qu'il fallait faire quelque chose pour la vigne et pour le vin. Et comme il était juriste, c'est lui qui, en se faisant aider d'un certain nombre de députés et sénateurs, et donc de Capu, bien sûr, a imaginé, au fil des années, cette législation, qui a sans doute quelques inconvénients, et en particulier, je l'ai déjà dit tout à l'heure, sur la question des usages constants. Il faut donner de la liberté aux migrants, ça a été dit tout à l'heure, faisons ça lentement. Oui, tu peux appuyer si tu veux, mais tu me laisses encore une seconde. Laissons évoluer les choses. Vous voyez, il n'est pas dans la salle, donc je peux le citer, mais vous voyez, il est quand même un peu triste que M. Durbach, qui a tout appris à la dizaine de vignerons qui existent dans l'appellation Beau-de-Provence, fasse du vin qui est, je ne sais pas quelle est son appellation, en tout cas il n'a pas le droit à l'appellation Beau-de-Provence, alors que c'est lui qui l'a inventé, tout simplement parce qu'il met du Cabernet Sauvignon dans ses rouges. Bon, il y a quelques aberrations comme ça qui montrent qu'il faut accepter, et pas forcément avec une trop grande lenteur. Parfois il faut aller vite parce qu'il y a une concurrence mondiale des vins de qualité. Donc il faut faire, aujourd'hui, je termine par ça, aujourd'hui on ne pourra s'en sortir dans la viticulture française qu'en faisant des vins de très haute qualité, très agréables à boire, et pas seulement au nez. Je suis bien d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure, le vin est fait pour être bu, ce que disait Henri Jaillet, comme l'a rappelé Jackie tout à l'heure. Donc des vins très agréables à boire, et surtout originaux, qui ne ressemblent pas à ceux que l'on produit en Allemagne, en Suisse, en Italie, en Espagne, en Californie, en Nouvelle-Zélande, ailleurs. Plus les vins seront différents, mieux ce sera. Je trouve formidable que la Chine, vous avez vu les statistiques qui nous ont été projetées, soit en train de devenir le premier producteur mondial de vin. Ce n'est pas encore le cas, ils sont le 5e seulement. Les premiers consommateurs de vin rouge au monde, la Chine. Alors certes, les vins rouges qu'ils boivent, la plupart d'entre eux, sont des vins Muraille de Chine ou Dragon écarlate, qui ne sont pas absolument merveilleux, qui sont des vins de soif. Mais ils aiment le vin. C'est devenu une boisson de culture en Chine. Donc un jour, et c'est très bientôt, c'est maintenant, c'est imminent, ils vont faire des très grands vins qui auront un goût différent des grands vins des autres, même si c'est les mêmes cépages que chez nous, qui seront des vins différents parce qu'ils vont apprendre l'esprit du terroir et à faire des vins qui leur ressemblent, qui leur plaisent et qu'on aura grand plaisir à goûter, et ils auront grand plaisir en contrepartie à acheter nos vins. Mais misons sur, justement c'est ça qui est merveilleux dans les appellations d'origine contrôlée, c'est qu'elles ont réinventé le terroir et elles ont
donner des règles d'honnêteté. C'est ça l'appellation d'origine contrôlée, c'est l'honnêteté. Ce qu'il y a sur l'étiquette, c'est ce que vous avez, et ce qui est écrit sur l'étiquette, c'est ce que vous avez dans la bouteille. Et ça, c'est formidable. Et que le Châteauneuf du Pape soit aujourd'hui devenu un vin incroyablement complexe, parce que ce que j'ai dit tout à l'heure, de manière un peu exagérée, il n'y a pas de terroir, avec ces dizaines de sols différents et ces 13 cépages. Le Châteauneuf du Pape, c'est la complexité qui fait son originalité. Par rapport à des vins, il y en a dans la région monocépage et avec des terroirs assez homogènes. Là, on est dans l'incroyable complexité, justement, du fait que tout le monde assemble tous ces terroirs, ces terroirs physiques, et tous ces cépages, et tous ces talents de vignerons, ce qui fait que c'est très difficile, mais Bernard Burchy pourrait le dire mieux que moi, sûrement, à l'aveugle, de dire très certainement, on peut dire c'est un vin du sud de la France, ou c'est un vin méditerranéen, mais dire sûrement c'est un Châteauneuf, sauf dans les très grands qui ont un style très particulier. Et la définition du Châteauneuf, c'est la complexité poussée à son paroxysme. Merci de votre attention.